Donc, pourquoi on commence par Florent Augagneur? Florent, je ne sais pas où tu es. Ah ben le voilà. Ils sont tous au fond de la salle, c'est quand même. Et pourtant, c'est un bon élève. Hein. Mais ben oui, voilà. Donc voilà, tu vas là. Alors, Florent, je ne vais pas vous le présenter parce que c'est un personnage multiple et c'est un philosophe. Et puis, voilà son dernier bouquin. Ça, je peux vous le conseiller. C'est une Bible. Il faut l'avoir avec soi tout le temps parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et puis, on va également appeler Abdeslam aussi. Abdeslam, ce sera le côté ingénieur, recherche, formation. Et puis, on a Sylvie Mondor qui est en Zoom et qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais elle sera là l'année prochaine. Donc Sylvie Mondor est la directrice environnement de l'équivalent de la CNDP, mais pas tout à fait équivalent non plus, qui est le BAP. Et elle nous racontera qu'est-ce que le BAP, et il va y avoir un dialogue entre les deux autorités Garant de la démocratie environnementale. garants de la démocratie environnementale. Micro. On commence par le BAP. Sylvie? Oui, le BAP, c'est un organisme de consultation du public qui est basé au Québec, bien évidemment. Et essentiellement, il sert à consulter les populations qui sont confrontées à l'arrivée de grands projets sur leur territoire. Donc, quatre rôles principaux: informer, consulter, enquêter et aviser. Et par rapport au rôle d'enquête, j'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est un organisme aussi qui a été formé en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement et reçoit des mandats exclusivement du ministre. On n'a pas d'autosaisine au BAP, ça n'existe pas. Donc, en vertu de l'article 31.1 de la loi sur la qualité de l'environnement, cet article-là donne au ministre le pouvoir de nous mandater sur les projets assujettis à l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement. Donc, des grands projets à risque élevé qui s'installent dans les communautés. Et on peut aussi être mandaté sur ce qu'on appelle des questions d'intérêt général. On parle d'un mandat d'enquête générale ou d'un mandat de type générique à ce moment-là. Et habituellement, ces mandats-là vont être précurseurs des politiques publiques. Le BAP est neutre et indépendant. Il relève directement du ministre. Il établit ses propres règles de fonctionnement. Les pouvoirs d'enquête et l'immunité des commissaires sont donnés en vertu de la loi sur les commissions d'enquête et pour ne serait-ce que figurer ce que ça peut vouloir dire. Chez nous, les commissaires, quand ils sont mandatés, ont les mêmes pouvoirs qu'un juge de la Cour supérieure, sauf celui de mettre en prison. Donc, c'est le président chez nous qui nomme les commissaires qui vont être mandatés sur les différents projets et non le Conseil des ministres. Et bien évidemment, le BAP est non décisionnel. Son pouvoir est un pouvoir d'influence et les rapports sont tous rendus publics. C'est normé, là. 15 jours après le dépôt du rapport sur le bureau du ministre, ils sont rendus publics. Quelques exemples de projets pour lesquels le BAP peut obtenir un mandat. Je vous en ai fait une petite liste. Donc, on parle de projets qui ont des risques élevés. On parle de risques environnementaux, bien sûr. Depuis janvier, dans l'éolien, les commissions du BAP ont examiné 9 projets dans les faits pour un total environ j'ai fait le calcul, ça donne 2140 mégawatts. Précisons qu'il y a quand même 4000 mégawatts d'énergie ou de puissance éolienne déjà installés au Québec. Et, ces projets-là ne comptent pas les 7 qui sont déjà dans les cartons et les 3 projets d'Hydro-Québec qui vont compter pour 5000 mégawatts de plus. Je vous ai donné une image de la dispersion de la juridiction territoriale du BAP
Et j'ai mis le territoire à l'échelle de la France par rapport à cette juridiction-là, ne serait-ce que pour vous ayez une idée que c'est quand même très grand. Le BAP se déplace dans les communautés quand nous avons à intervenir, à examiner un projet. Donc, tout ce qui est en bleu foncé sur l'image est de juridiction du BAP et ce qui est en vert aussi ici. Mais maintenant, pourquoi est-ce que le BAP existe et comment est-ce que ça a commencé? Bien, pour la petite histoire, à l'été 1978, il y avait un projet, un décret qui avait été donné par le gouvernement pour bâtir une autoroute et remblayer le fleuve dans le but de faire un parc industriel sur les battures de Beauport. Et la grogne populaire, la population de Beauport et beaucoup de gens de Québec se sont mobilisés et ont demandé au gouvernement de stopper ces travaux et de les entendre. Et le gouvernement, à cette époque-là, a créé une commission ad hoc pour entendre la population de Beaupré. La commission avait loué une salle qui pouvait contenir à peu près 70 personnes dans un restaurant de Beauport. Beauport, c'est une ville qui fait partie de Québec maintenant. Et il en est venu 700. Et c'est à cause de cette mobilisation-là que ça a dessiné les premiers traits de ce qui était pour devenir le BAP par la suite. Et à cause de cette mobilisation-là, ben, voilà ce que les gens ont pu conserver. Quelque temps plus tard, le ministre responsable de l'Environnement, quand il a déposé son projet de loi pour la loi sur la qualité de l'environnement, a enchâssé dans cette loi-là ce qui était pour devenir la création du BAP. Et dans ces termes, nous voulons que désormais le citoyen soit un agent actif et responsable de l'environnement et qu'il devienne un partenaire indispensable dans le processus de prise de décision susceptible de déboucher sur les modifications de la qualité du milieu. Mais maintenant, comment est-ce que le BAP fonctionne? Le BAP est enchâssé dans une procédure d'évaluation environnementale et le BAP s'occupe de la partie publique de cette procédure-là. Quand moindrement l'initiateur dépose un avis de projet, quand il y a un promoteur qui a envie qui veut faire un projet, il va en avertir le ministère de l'Environnement, le ministre de l'Environnement, et le ministre va lui demander de procéder à la rédaction d'une étude d'impact. Et quand cette étude d'impact-là est jugée recevable, c'est-à-dire qu'elle est complète pour la prise de décision, il va demander à ce moment-là d'entamer la portion publique de l'exercice d'évaluation environnementale, portion qui est sous l'égide du BAP. Donc, il va y avoir une période d'info et pendant cette période d'info-là, il y a une séance d'information qui va être tenue dans la communauté. Et s'il y a une personne durant la période d'information publique, pas la séance, mais la période qui dure 30 jours, s'il y a une seule personne qui écrit au ministre en lui disant ben moi, j'ai encore des questions, je suis encore inquiet, j'ai encore des préoccupations et je voudrais que ce projet-là soit examiné publiquement par le BAP, ben ça prend une seule requête pour déclencher un processus de commission d'enquête. Bien évidemment, il faut que cette requête-là soit jugée non frivole. Et à partir du moment où est-ce que la requête est jugée non frivole, ben là, il va y avoir un mandat soit de médiation, soit de consultation publique ou soit d'audience, c'est-à-dire quand même un mandat en deux parties à grand déploiement qui va être donné au BAP. Et ce mandat-là va faire en sorte que le président du BAP va mandater une commission d'enquête et que la commission va débarquer sur le terrain pour aller consulter la population. Donc, je reprends un peu ce que je viens de vous dire ici. Vous avez une période d'information de public de 30 jours. Et s'il n'y a aucune demande de consultation publique ou de médiation, bien, le rôle du BAP s'arrête là. S'il y a une demande ou plusieurs demandes, bien évidemment, dans certains cas, on peut en avoir jusqu'à une centaine, bien là, il va y avoir un processus qui va déclencher soit une audience publique de 4 mois, une consultation ciblée de 3 mois ou une médiation de 2 mois. Quelle que soit l'ampleur du dossier, le délai imparti au BAP pour procéder à la rédaction de son rapport est toujours le même. Un rapport du BAP va être rédigé par une commission.
c'est-à-dire un président de commission, un commissaire ou une commissaire, enquêteur, les analystes, une conseillère en communication, conseiller en communication vont participer plus au message et l'agent qui va éventuellement faire la mise en page de tout ça. Chaque rapport du BAP est relu par un comité interne des pairs et critiqué par ce comité-là et envoyé éventuellement après édition au ministre. Et il devient public 15 jours après son dépôt. Le BAP en chiffres, près de 400 rapports. Je vais vous laisser le soin de les lire. On sent quelques dossiers, 16 000 mémoires déposées. Ça fait quand même plus de 47 ans qu'on est là. Donc, bien évidemment, les chiffres sont peut-être un peu gros, mais c'est quand même une toute petite organisation d'une 50aine de personnes. Et voilà. Avez-vous des questions? J'en ai plein, mais déjà, je me présente. C'est vrai. Donc, je suis Florent Gagneur. Je suis donc vice-président de la CNDP, qui est un peu l'équivalent en France du BAP, avec effectivement de grandes différences aussi dans l'histoire de l'institution. Donc je pense que ça sera un intérêt justement de présenter un peu ces différences. Moi, alors je sais pas si c'est à moi de poser des questions, mais du coup moi ça m'intéresse beaucoup le BAP, mais bon on se connaît, enfin on travaille beaucoup avec le BAP depuis de nombreuses années, Oui. qui est quand même dans les pays, dans tous les pays du monde. D'ailleurs, peut-être en termes de démocratie environnementale, une des instances les plus anciennes, donc celle qui a la plus grande expérience. En revanche, est-ce que vous pensez que en France, l'équivalent du BAP, ce serait plutôt la CNDP ou plutôt l'enquête publique? Parce qu'en plus, comme ce qui vient d'être décrit, le BAP a aussi recours à des évaluations environnementales. Donc, où est-ce que se positionnerait le BAP en termes d'équivalence par rapport aux institutions françaises? Hmm. Je crois que dans les faits, par rapport au volet consultation, on est plus proche de la CNDP définitivement. Au niveau des enquêtes environnementales, c'est autre chose. On est aussi en lien avec eux, mais je vous dirais que la fibre de la consultation est, on fait de l'évaluation environnementale, certes, mais ça reste que notre premier propos reste avant tout la consultation du public. Les océans Atlantiques sont à nouveau au cœur de l'événement. On n'a plus de Premier ministre. Donc, voilà. Oui. OK. Donc, Wow. voilà. Mais c'était important que vous le sachiez. Parce qu'on a eu raison de ne pas inviter de ministre, qu'ils n'auraient pas pu venir. Donc, voilà. Mhm. Bon, peut-être, Florent, aurais-tu l'amabilité de nous présenter l'autorité indépendante qu'est la CNDP, donc Commission nationale de débat public, et, Oui, alors. et Florent Augagneur, donc, qui en est le vice-président. Alors effectivement, je vais essayer Alors c'est intéressant de faire une présentation de la CNDP juste après le BAP, puisqu'il y a quand même de grosses différences à la fois fonctionnelles et structurelles, Mhm. mais aussi en termes d'origine de ces institutions, même si ce sont toutes les deux, le BAP et la CNDP, des institutions qui incarnent la protection, la mise en œuvre aussi de ce qu'on appelle la démocratie environnementale. Alors, pour synthétiser très rapidement, la démocratie environnementale, c'est trois choses. C'est l'accès à la justice en matière environnementale, donc la possibilité de faire des recours. C'est l'accès à l'information en termes d'environnement. Et le premier pilier, ce qu'on appelle le premier pilier de la démocratie environnementale, c'est la possibilité pour le public de participer aux décisions qui ont un impact sur l'environnement. Donc, comment tout ça se concrétise dans les différents pays? Donc, en France, on a la Commission nationale du débat public. Alors, un tout petit peu d'histoire, si je puis me permettre, en termes de pourquoi en France il y a la CNDP et pourquoi il y a la démocratie environnementale. Alors, il faut savoir que la démocratie environnementale, enfin, ce concept vient d'abord du droit international. C'est développé dans les années 60-70 avec du sommet de la Terre jusqu'au sommet de Stockholm. C'est parti d'un principe, le principe selon lequel plus une décision est ouverte, plus elle est rationnelle et légitime. Et que ce principe s'appliquerait de manière particulièrement efficace ou en tout cas particulièrement important dans le domaine de l'environnement. Tout ça croise en philosophie tout ce qui est des travaux autour notamment de Habermas et d'autres, selon laquelle plus une décision est partagée, plus elle est ouverte, plus elle est légitime et rationnelle.
Donc, il y a ce principe qui se développe dans les années 60-70, et la France, contrairement peut-être à d'autres pays, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le cas au Canada, la France et l'Union européenne, enfin la plupart des pays européens c'est pareil, ont transformé ce principe en un droit individuel, un nouveau droit fondamental, donc que la France a inscrit d'ailleurs dans sa constitution en 2005, qui est le droit de toute personne, donc toute personne ici, quelle qu'elle soit de nationalité française ou pas, sans aucune condition d'âge, de compétence, de résidence, de quoi que ce soit, a le droit d'accéder à l'ensemble des informations concernant l'environnement et a le droit de participer à l'ensemble des décisions qui ont un impact sur l'environnement. Donc ça, c'est le droit. D'ailleurs, c'est rédigé ainsi dans la Constitution française. Toute personne a le droit de participer aux décisions qui ont un impact sur l'environnement. Toute personne, donc toute personne ici a ce droit. Alors, est-ce qu'on peut juste revenir à la slide d'avant ? Je vais rester juste 30 secondes sur le droit parce que ça me semble quand même important, parce qu'en France, on est vraiment basé sur ce droit, et c'est parce que tout le monde a ce droit qu'il y a une autorité indépendante qui défend ce droit. Donc c'est le droit d'accéder à l'ensemble de l'information qui a un impact sur l'environnement, mais également de participer aux décisions qui ont un impact sur l'environnement. Alors le droit à la participation, c'est tout simplement le droit d'avoir son point de vue, votre point de vue, pris en compte dans une décision qui impacte sur l'environnement. C'est ça que veut dire ce droit, et c'est ça que met en œuvre, et c'est ce droit-là que la CNDP garantit. Juste un petit point d'histoire sur la CNDP. Donc, elle a été créée en 95, donc bien après le BAP, puisque le BAP, 47 ans, la CNDP, si je fais un calcul vite fait, 25, une petite trentaine. Oui, parce qu'elle a été créée en 95, mais elle a mis 2 ans à être mise en place. Elle a été créée par quelqu'un qui s'appelait Barnier, d'ailleurs, qui a été Premier ministre par la suite. Mais elle a mis 2 ans à être mise en place parce que, même à l'époque, déjà, une partie des élus, une partie des décideurs voyaient ça un peu en concurrence avec leur propre légitimité. Et c'est une institution qui, parfois, peut être vue, alors pas avec tous les élus, je vous rassure, mais qui peut parfois être vue comme étant en concurrence avec la légitimité électorale. Donc elle a été créée en 95 par la loi, mise en place en 97, et on va dire que de 97 à 2018, les pouvoirs, alors je ne vais pas revenir précisément sur les pouvoirs de la CNDP, mais les pouvoirs de la CNDP ont progressé, se sont progressivement élargis. Donc elle est devenue autorité indépendante en 2002, et de 2002 à 2016, elle a eu de plus en plus de pouvoir, et l'ensemble des projets, donc des projets ou des politiques publiques qui impactent l'environnement, qui doivent par la loi passer par la CNDP, n'ont fait qu'augmenter jusqu'en 2018. Et à partir de 2018, on a un changement de cycle, c'est-à-dire qu'on est dans une phase un peu régressive où ça a progressé de 97 à 2018, et depuis 2018, un certain nombre de lois, je ne sais pas si vous les connaissez, ASAP, ESSOC, APER, enfin toutes les lois d'accélération, qui ont commencé à grignoter progressivement les missions de la CNDP afin de les réduire. Donc on a un cycle de progression de la démocratie environnementale jusqu'en 2018, et un cycle, bon, quoi, comme peut-être pas appelé de régression, mais de grignotage de ses pouvoirs à partir de 2018 jusqu'à aujourd'hui, et encore récemment, même lorsque Michel Barnier était Premier ministre, alors qu'il a créé la CNDP, il souhaitait réduire ses pouvoirs, notamment en exonérant les projets industriels de passage par la CNDP, mais il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, puisqu'on est protégé par les textes, on est protégé par la Constitution, on est protégé par les conventions internationales, donc c'est quand même assez compliqué pour le législateur de revenir dessus. Le slide juste d'après, alors je vais peut-être pas revenir sur les principes de la CNDP, si on peut passer juste au slide d'après, ça va être... Alors, que fait la CNDP? Alors, en fait, la CNDP, elle a 4 missions, enfin 4 dimensions dans ces missions. Alors, il y a différentes procédures, mais quelle que soit la procédure, on fait toujours la même chose. D'abord, donc lorsqu'on est saisi d'un projet d'infrastructure ou d'une politique publique, parce qu'on peut aussi être saisi d'un plan et programme, comme par exemple la PAC ou les documents de planification maritime, pour ceux qui avaient suivi le débat public sur la mer. D'abord, on veille à la transparence de l'information. Donc on veille à ce que l'ensemble de l'information soit accessible pour tous les publics concernés. Donc on fait d'abord ce qu'on appelle le gathering, c'est-à-dire qu'on essaye de faire l'état des lieux des connaissances. Ensuite, on traduit ces connaissances en langage accessible pour
les non-experts. Et ensuite, on diffuse cette information. Donc, on s'entoure de spécialistes qui sont des spécialistes de la donnée complexe. Ce sont ceux qui travaillent avec le GIEC. Puis, on essaie de faire des partenariats avec des médias et autres ou avec des influenceurs pour essayer de communiquer cette information au public concerné. Donc, c'est un premier élément, mais c'est un élément très important parce que pour participer à une décision, il faut forcément avoir accès aux informations concernant cette décision. Donc la transparence de l'information, la transparence, l'accessibilité de l'information est une des dimensions très importantes que la CNDP fait à chaque fois que nous organisons une procédure de participation du public. La deuxième chose que nous faisons, c'est que nous définissons une méthode délibérative, une méthode d'échange, une méthode de débat. Et ces méthodes sont systématiquement conçues sur mesure parce que nous nous adaptons toujours au public concerné, au sujet de la décision, aux enjeux du sujet et aux usages et aux attentes des territoires concernés. Si vous allez faire, si la participation du public concerne un projet d'infrastructure dans une zone blanche, vous n'allez pas faire des débats en ligne, voyez. Si vous êtes par rapport à un sujet qui concerne particulièrement la jeunesse, vous allez utiliser des usages ou des outils et des méthodes plutôt utilisés par les jeunes. Donc on utilise en fonction des publics concernés, des territoires où on est, des sujets, des enjeux, des outils et des méthodes totalement différentes qui sont conçus sur mesure, qui ne sont pas réplicables d'un endroit à l'autre. Donc c'est toujours des méthodes et des outils différentes. Et alors j'ai marqué le tour des arguments parce que l'objectif d'une méthode délibérative, c'est évidemment de faire le tour des arguments avec les publics concernés. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait qu'en général, un dispositif participatif touche à sa fin, c'est-à-dire que le débat touche à sa fin, c'est quand au bout de quelques semaines ou quelques mois, on n'entend plus de nouveaux arguments. C'est toujours les mêmes qui reviennent, c'est qu'en général, on a fait le tour des arguments, c'est-à-dire qu'en général, à ce moment-là, le dispositif participatif se termine. Ensuite, troisième mission de la CNDP, c'est de restituer la parole du public, c'est-à-dire de dire à la fin du dispositif participatif, voilà les conclusions de l'échange du débat, voilà ce qu'ont dit les publics. Ce n'est pas de donner notre avis à nous. Lorsque j'ai présidé le débat sur la mer, je n'ai jamais donné mon avis à moi sur les enjeux maritimes. D'ailleurs, je pense que ça n'intéresse personne de savoir ce que je pense des différents enjeux maritimes. Par contre, mon rôle, c'était de dire, voilà les conclusions des débats, voilà ce qu'ont dit les publics, voilà les observations qu'il a formulées, les propositions qu'il a proposées. Et enfin, quatrième dimension, qui est peut-être probablement d'ailleurs la plus importante, on veille à ce que le décideur, donc ça peut être un porteur privé, si c'est une centrale nucléaire, ce sera EDF, si c'est la planification maritime, ça sera le ministre de la Mer, on veille à ce que le décideur prenne en considération, ce sont les termes juridiques, la parole du public. Alors comment est-ce que l'on veille à ce qu'elle soit prise en considération ? On lui demande d'examiner, proposition par proposition, observation par proposition, de faire un examen transparent et public et de dire ce qu'il retient, ce qu'il ne retient pas et de justifier sa décision au regard de ce qu'a dit le public. On lui demande de préciser pourquoi il retient telle chose, pourquoi il ne retient pas telle chose. En fait, on lui demande d'examiner toutes les propositions publiques avant de décider, de dire comment il les intègre dans la décision. Alors, il n'est évidemment pas obligé de donner une suite favorable à tout ce qui est proposé, mais s'il ne retient pas, il doit justifier pourquoi. Donc, ce sont les 4 dimensions que nous faisons quand nous sommes saisis d'un projet d'infrastructure qui peut être, donc, comme je l'ai dit, une centrale nucléaire, un stade, un projet routier. Grosso modo, pour schématiser, mais c'est vraiment très schématique, c'est tout projet d'infrastructure supérieur à 600 millions d'euros en France. Nous avons une 5e activité, juste pour revenir un tout petit peu parce qu'elle se développe de plus en plus. C'est la seule activité sur laquelle nous pouvons nous autosaisir, parce qu'on ne peut pas se saisir sur les projets d'infrastructure qui nous saisissent. Ceux-là sont définis en décret au Conseil d'État, donc par le gouvernement. Et cette activité, c'est des missions de conseil et d'avis méthodologique, c'est-à-dire de conseiller ou d'accompagner des collectivités, soit dans des dispositifs innovants, soit dans leur propre gouvernance. Et c'est une activité que nous développons de plus en plus. Alors, évidemment, nous n'avons pas augmenté notre nombre de TP, de salariés, donc on essaie de suivre cette activité autant que possible, mais ça devient une activité importante, de plus en plus importante à la CNDP. D'ailleurs, le slide d'après, je crois, dit un mot sur ces activités. Alors, vous voyez que les activités de la CNDP ont explosé depuis quelques années. Grosso modo, depuis sa création, nous avons eu à peu près, c'est à peu près les mêmes chiffres que le BAP, d'ailleurs, je constatais, à peu près 400 procédures
soit organisées, soit garanties par la CNDP, plus les missions conseil qui se développent depuis quelques années. Donc on a grosso modo toujours à peu près en cours 90 procédures en cours qu'il faut organiser. Hein. Donc c'est beaucoup d'activités pour nous. Nous sommes à peu près, donc nous sommes 25 commissaires accompagnés d'une équipe de 15 personnes qui nous coordonnent, et puis nous avons on va dire à peu près 300 représentants sur le territoire qui sont des collaborateurs occasionnels. Alors ici dans ce slide, on voit juste pour l'année 2024, où sont les projets d'infrastructure en France, où est-ce que nous sommes saisis. C'est assez intéressant parce que la CNDP est vraiment un sentinelle des lieux où il y a de l'activité en termes d'infrastructures et sur la nature de ces infrastructures. Si vous regardez, parce que nous avons essayé beaucoup d'analyser tout ça, hein, si vous regardez les premières années jusqu'aux années 2015, c'était principalement des infrastructures concernant la mobilité. À partir de 2015, nous avons commencé à avoir beaucoup d'organismes, d'infrastructures d'énergie. Et puis aujourd'hui, c'est principalement des infrastructures de décarbonation et d'énergie renouvelable. C'est pour ça que c'est principalement sur les côtes ou dans les grandes zones industrielles. Vous voyez, hein, le long de la vallée du Rhône et puis à Fos autour de Marseille, dans le nord autour de Dunkerque. Donc beaucoup d'activités dans ces endroits. Et nous avons commencé aussi à analyser, alors je crois que c'est le slide d'après, je ne sais plus si j'ai mis un slide là-dessus, mais je voulais quand même en dire un mot. Bon, je ne l'ai pas fait, mais je vais quand même en dire un mot. Nous avons commencé à analyser aussi l'influence que ça a sur la décision, parce que tout ça, l'objectif, c'est quand même que le public puisse exercer une influence sur la décision. Il ne faut jamais oublier que l'objectif de la participation du public, c'est ça, c'est donc de modifier la décision, enfin que le public puisse la modifier. Et nous avons analysé donc l'influence que toutes ces procédures ont eu sur la décision. Alors, c'est très, très, très compliqué pour nous à analyser, hein, parce qu'il faut que nous allions à la pêche, si je puis dire, de toutes ces données que la CNDP a depuis 1997. Il faut que nous ayons aussi récupérer ce que deviennent ces projets, quelles étaient les conclusions de chaque procédure, comment elles ont influencé les projets, que deviennent les projets aujourd'hui, sur quoi ça a influencé. Donc, c'est un travail minutieux, très, très long, que nous sommes encore en cours de faire. Mais grosso modo, les résultats que nous obtenons, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de projets sur lesquels l'influence a été ce qu'on appelle substantielle. C'est-à-dire que le public a modifié jusqu'aux objectifs du projet. Enfin, vous comprenez que si vous avez un projet d'aéroport et qu'on change les objectifs, c'est plus du tout le même projet et on a une influence qu'on peut qualifier de substantielle. Un tiers d'influence qui n'est pas substantielle, mais qui reste une modification de caractéristiques. Au moins, voilà, le projet va changer dans ses caractéristiques, que ce soit dans ses accès ou dans la façon dont il va être mis en œuvre. Et puis un tiers, qui est non pas que la procédure ou que le débat public n'a pas eu d'influence sur le projet, c'est qu'on ne sait pas ce que le projet devient. Parce que très souvent, et d'ailleurs le gouvernement nous accuse toujours de faire retarder les projets d'infrastructure, alors que les procédures de participation du public sont extrêmement encadrées par la loi en termes de délai. C'est-à-dire que le législateur a vraiment veillé à ce qu'il n'y ait pas de dérapage en termes de délai. Et très souvent, c'est après le débat public, il peut y avoir des changements de majorité, des changements dans les collectivités, qui fait que les projets changent, ou on oublie les projets, ou on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Donc on ne peut pas avoir les données sur l'influence que ça a eu sur la décision, et c'est dans ce cadre-là qu'on en range un tiers. Donc 2 tiers, en fait, si vous m'avez bien suivi, où il y a une influence sur la décision, et 1 tiers où on ne sait pas trop, ou alors les projets s'oublient ou sont mis dans des tiroirs, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Les procédures d'autorisation en France, alors ce schéma est un peu technique, mais c'est intéressant aussi pour voir, parce qu'il y a eu un peu le même schéma présenté par la représentante du BAP à l'instant. Alors vous voyez que vous avez 3 institutions en réalité, hein, dans les autorisations environnementales. Vous avez la CNDP, donc, qui est sur l'information et la participation du public. Vous avez l'autorité environnementale qui vient juste après, qui elle vient évaluer les études d'impact environnemental, et ensuite l'enquête publique à la fin, qui est donc une dernière phase de participation du public, mais sur un projet qui à ce moment-là est ficelé, et avec un commissaire enquêteur qui n'a pas le même rôle que nous, puisque lui émet un avis sur le fond du projet, ce que nous ne faisons pas du tout nous, puisque notre rôle est de défendre l'avis des autres. Et dernier point sur ce sujet, je crois qu'il y a un dernier slide. Je ne sais plus si j'en ai rajouté un. C'était le dernier. Bon, j'espère avoir été assez synthétique sur la CNDP. En tout cas, j'ai présenté l'essentiel, il me semble. Bon, Charles Boulan, je représente l'Union régionale
des centres permanents d'initiative pour l'environnement de Normandie. Moi, j'avais une question pour le débat public. Là, vous avez dit que le donneur d'ordre doit justifier la prise en compte ou non des propositions et des arguments. Vous savez qu'on a du mal à mobiliser les populations sur les débats publics, sauf quand c'est dans son jardin, bien sûr. Est-ce qu'il y a un endroit, enfin un support où le public pourrait consulter justement ces arguments de prise en compte ou non qui, si j'ai bien compris, doivent être obligatoires? Oui, alors évidemment, à la CNDP, on s'applique ce que l'on demande aux décideurs, c'est-à-dire le principe de transparence. Donc tous ces éléments sont parfaitement publics. Alors comment on fonctionne précisément? En fait, donc, quand il y a une procédure de débat public, donc je prends l'exemple de celle sur la mer dont je me suis occupé. Alors évidemment, on ne travaille pas tout seul, hein, on a des équipes qui sont habituées à ça. On va lister l'ensemble des propositions et des observations que formule le public pendant la procédure, qui avait duré 6 mois d'échanges tout le long du littoral, selon un principe d'équivalence. C'est-à-dire si une proposition est formulée, je ne sais pas moi, par exemple, la possibilité pour les pêcheurs de pêcher dans les parcs éoliens en mer, par exemple. Si une proposition est formulée, qu'elle soit formulée une fois ou 1000 fois, on la met une fois dans un tableau. C'est le principe d'équivalence. Ça empêche, enfin, c'est une façon de se protéger aussi des actions de groupe, hein, c'est-à-dire des activités de lobby. Donc on met une seule fois la proposition dans un tableau, on la met en équivalence avec, si par exemple une proposition est formulée par une personne seule isolée, on la met au même niveau. Toutes les propositions, quel que soit le nombre de fois où elles sont formulées dans la procédure participative, donc sont mises dans un tableau. Donc ce tableau est public, hein, il est rendu public, vous pouvez encore le consulter, il est sur le site internet, et on demande aux décideurs de répondre point par point, qu'est-ce que vous faites de cette proposition? Est-ce que vous allez l'appliquer? Si vous ne l'appliquez pas, pourquoi? Si vous l'appliquez quand? Enfin, on lui demande de préciser les suites qu'il lui donne. Et tout ça est parfaitement public. Les décideurs font un mémoire de réponse qui est parfaitement public. Alors, on n'a pas, nous, la possibilité de bloquer. C'est-à-dire, s'il ne répond pas, nous, on n'a pas la possibilité de bloquer. Par contre, tout ça étant dans une procédure encadrée par la loi, à la fin, il y a un juge, il peut y avoir des recours, et puis ce sera au juge d'apprécier si le décideur a pris en considération la parole du public ou pas. Juste, je suis Pascal Leguet, je suis anthropologue et je suis l'éthocéan. Moi, c'est par rapport à un projet ou construction engagée par l'État sur l'A69. Est-ce que le CNDP a des actions possibles sur ce genre de sujet? Merci. Alors, malheureusement, non. Alors là, en plus, on est vraiment sur un projet qui a éculé toutes les procédures possibles. La CNDP ne peut pas s'autosaisir. En plus, alors, on a la possibilité d'être saisi par un certain nombre de citoyens, mais enfin, le législateur a vraiment rendu ça très complexe et encore plus complexe par les dernières lois pour vraiment s'assurer que ce ne soit pas possible. Donc on n'est jamais saisi par les citoyens parce c'est tellement complexe que ça n'arrive jamais. Donc nous, on ne peut pas s'autosaisir. Les projets qui nous saisissent donc, sont définis par la loi et ils doivent nous saisir au tout début, c'est-à-dire au moment de l'intention. C'est-à-dire au moment où le projet n'est qu'une intention. Il n'est pas vraiment ficelé. D'ailleurs, il n'y a souvent pas les études environnementales qui sont faites. Les caractéristiques de ces projets sont définies par les textes, par le législateur, puis par le gouvernement. Donc on ne peut pas être saisi d'un projet qui est passé par les procédures et qui est en phase en plus de construction pour le coup. Mais très souvent, puisqu'il y a on a beaucoup de projets symboliques en France, hein. Il y a la 69, on peut citer Notre-Dame-des-Landes, enfin plein d'autres choses. Il y a eu des débats publics sur ces projets, il y a très très longtemps. Et les débats publics, que ce soit sur ce projet, alors sur ce projet c'était il y a 25 ans, hein, donc, ou sur Notre-Dame-des-Landes, ont parfaitement montré le problème. Si vous prenez le débat public sur Notre-Dame-des-Landes, les enjeux, les difficultés et les alternatives à Notre-Dame-des-Landes étaient parfaitement clairs lors du débat public. Sauf que les décideurs ne les ont pas du tout écoutés, ne les ont pas suivis. Ça a été ça le sujet. Est-ce que dans un pays comme le Québec, ça aurait été pris en compte? Je ne sais pas si vous connaissez ces problématiques françaises, franco-françaises. On va lui poser la question parce qu'il y a un problème de liaison.
Norbert Samama. Alors, je me permets, en attendant qu'on ait la connexion, Florent, au fil des concertations, des consultations qui se sont faites, et notamment par exemple sur le débat sur la mer, est-ce qu'il y a un ressenti à travers l'organisation de ces débats et tout ce qui s'en est suivi, d'une conscientisation de l'environnement, d'une conscience environnementale, d'une conscience maritime et littorale qui se fait petit à petit à travers toutes les populations qui participent à la chose, mais au-delà? Alors là, la question est extrêmement intéressante parce qu'on essaie, alors, ce qu'on souhaiterait faire pour pouvoir vraiment évaluer l'impact des procédures participatives, particulièrement sur, par exemple, si on prend le débat sur la mer, parce que un des objectifs des procédures participatives, c'est évidemment que le public puisse exercer une influence, mais c'est aussi de sensibiliser le public à ces différents enjeux et effectivement alors je ne sais pas s'il faut appeler ça prise de conscience, mais faire monter la prise de conscience. Et pour ce faire, il faudrait que nous fassions ce que l'on appelle des sondages délibératifs, c'est-à-dire faire un sondage avant ou un panel avant la procédure participative et la faire après pour voir comment les lignes ont bougé, les controverses se sont déplacées, les arguments sont mobilisés. Alors ça, malheureusement, on n'a pas les moyens de le faire. En revanche, dans les analyses que nous sommes en train de faire, parce qu'on est en train d'analyser sur le fond, en fonction des enjeux, alors là, on est en train de le faire sur l'éolien en mer particulièrement, comment, depuis 2010, où il y a eu les premiers débats publics sur l'éolien en mer et les derniers récemment, comment les arguments ont évolué, comment la mobilisation des arguments se sont déplacés, comment les controverses se sont déplacées. Et on constate, alors pour l'instant ce travail est vraiment au tout début, donc c'est un peu délicat pour moi de livrer des premiers résultats qui sont en cours, mais on constate quand même que différents arguments ont beaucoup plus de poids qu'autrefois, alors notamment les arguments liés au réchauffement climatique. Et certains arguments sont utilisés liés au réchauffement climatique justement par rapport à leur poids et au poids qu'ils peuvent avoir. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est en cours et nous n'avons pas forcément les moyens de le mesurer de manière scientifique à ce stade. Il y a juste un truc que je voulais préciser parce que on parlait de la 69 ou de 2-3 cas comme Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu plus de 400 procédures participatives depuis la création de la CNDP. Il y a quelques cas symboliques, d'ailleurs où ça n'a rien à voir avec la CNDP, hein, ou qui créent des difficultés. Parce que précisément le décideur n'a pas écouté la participation du public, qui vont être la 69 ou Notre-Dame-des-Landes. Mais on ne parle pas beaucoup des centaines, parce que du coup, il y en a presque... s'il y a quelques cas qui créent des difficultés sur 400 procédures, ça fait 390 peut-être qui ne créent pas du tout de difficultés, où ça se passe très bien, où le décideur est à l'écoute du public, où ça modifie, voire le projet est abandonné, ce qui peut arriver aussi régulièrement, où il y a une vraie conscientisation d'ailleurs du public par rapport aux enjeux. Enfin, moi qui suis là où je suis en tant que vice-président de la CNDP, j'observe toutes ces procédures. Hein. Enfin, je constate que dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Le décideur est à l'écoute du public, les décisions sont modifiées à temps, voire abandonnées parce qu'elles ne conviennent pas aux attentes du public. Mais dans la plupart des cas, ça se passe très bien et la décision, effectivement, est plus légitime, plus partagée à la fin. Alors, c'est vrai que c'est souvent dans les cas où ça ne se passe pas très bien, les cas symboliques, hein, où on en parle le plus. D'ailleurs, dans ces cas de figure, ça n'a souvent rien à voir avec la CNDP, mais je voudrais quand même rajouter, ou en tout cas conclure sur le fait que dans la plupart des cas, ça se passe très très bien et c'est très utile. Merci Florent. Je ne crois pas qu'on ait encore la possibilité d'avoir la question de Sylvie Mondor, mais avant de passer la parole à Abdeslam Mamoun, juste une question. En ce qui concerne, je pense que c'est quelque chose qui rôde dans la salle, notamment chez les étudiants, en ce qui concerne l'éolien en mer, on a besoin probablement de mettre de l'éolien en mer ou autre technologie en mer. Il y a une réflexion qui se fait, qui s'appelle NIMBY. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière la CNDP peut gérer justement ce genre de conflit ou en tout cas de controverse plus exactement? Ah, alors... NIMBY, ça veut dire Not in my backyard. C'est un acronyme qui s'est développé dès les années 70. Alors,
Pour moi, alors là je vais parler en mon nom, il faut faire très attention quand on utilise cette expression, parce que c'est une façon de discréditer la parole de ceux qui vont défendre un territoire et qui ont parfaitement le droit de le faire. Euh, Lorsque vous votez, vous allez voter selon ce que vous pensez être l'intérêt général, mais vous allez aussi défendre vos intérêts particuliers. Et vous avez parfaitement le droit de le faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande. Lorsque il y a des projets d'infrastructure qui arrivent sur un territoire, vous avez parfaitement le droit de défendre. D'ailleurs, ce n'est pas forcément des intérêts privés. Vous pouvez aussi défendre l'intérêt d'un territoire parce que vous voulez défendre l'attachement que vous avez à ce territoire ou la vision que vous avez de ce territoire ou parce que vous pensez que le projet n'est pas le bon. Et il faut être très vigilant dans la façon dont on utilise cet acronyme parce que très souvent, il est utilisé uniquement à des fins de discrédit de la parole des publics qui vont s'opposer de manière parfaitement légitime, puisque c'est ce qu'on leur demande de donner leur avis, à un projet d'infrastructure qui arrive sur le territoire. Donc nous, ce n'est pas du tout quelque chose que la CNDP, en tant que défenseur des droits, elle apprécie. Et même, enfin moi, en titre personnel, en général, je me méfie de ceux qui utilisent cette rhétorique, parce qu'en règle générale, c'est une façon de discréditer la parole des publics qui sont sur les territoires qui sont les plus concernés. Et en règle générale, en plus, c'est une façon... Enfin, ça peut... De la même façon que l'opposition intérêt général, intérêt particulier, il faut faire attention à ce que ça n'invisibilise pas certaines injustices, puisque les projets d'infrastructure, très souvent, arrivent dans des territoires où les publics ont moins les capacités, ou c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont une autorité indépendante qui vient de les défendre, hein, ont une capacité ou le capital culturel, relationnel, de pouvoir défendre ce territoire. Donc il faut faire attention et utiliser cet acronyme avec une extrême vigilance, et je ne suis pas sûr qu'il soit très percutant. Donc, parlons français. Ou n'en parlons pas. Ou n'en parlons pas. Abdeslam, on a la possibilité... il y a Catherine Bersani qui aurait besoin du micro. Je voulais juste compléter un tout petit peu la réponse de Florent. Il y a une décision du Conseil d'État qui est toujours sous le boisseau et qui explique que le territoire des communes s'étend en mer jusqu'aux limites de la mer territoriale et que par conséquent, tout élu local ou tout citoyen d'une commune peut discuter du projet d'une éolienne en mer au même titre que de n'importe quel investissement ou infrastructure. Est-ce que ça veut dire que cet avis du Conseil d'État n'est pas passé ou... Si, cet avis du Conseil d'État est une décision contentieuse. Enfin, cet avis, j'aurais dû dire une décision du Conseil d'État. C'est une décision contentieuse qui s'applique et qui est soigneusement tenue sous le boisseau. Alors, depuis la loi accélération, alors il y en a eu tellement que je ne sais plus laquelle, je crois que c'est la loi APER, il y a l'obligation de consulter les élus des collectivités territoriales avant l'implantation de projets d'infrastructures maritimes. Il y a 2 questions dans la salle. 3. Surtout, vous n'oubliez pas de vous présenter. Du coup, je suis Basile Bonhomme, je suis étudiant à Nantes en master humanité environnementale. Et je me demandais s'il existait une équivalence à la CNDP pour des projets du coup inférieurs à ceux auxquels vous avez l'habitude de faire. Je réponds ou... Oui, s'il te plaît. Comme je disais, nous sommes obligatoirement saisis pour tout projet d'infrastructure supérieur à 600 millions d'euros, mais je schématise vraiment parce qu'il y a des cas de figure où c'est moins ou c'est plus en fonction de la nature des projets et de leurs caractéristiques. Et nous pouvons être saisis de manière facultative pour les projets entre 300 000 et 600 millions d'euros. Donc ça va être des portions de route ou des choses comme ça. Et nous en avons beaucoup. Nous en avons peut-être une trentaine par an dans ce cas de figure. Ce qui est déjà pas mal. Et la méthodologie appliquée est la même ou c'est beaucoup plus léger? Une fois qu'ils sont dans la seringue, ils doivent respecter les mêmes choses que les autres. On a récupéré Sylvie Mondor. Sylvie. Oui, je suis là. Merci. Les joies de la technologie. Oui, justement, on va passer la parole tout à l'heure à Abdeslam. Donc, on verra ce qu'il en dit. Est-ce que tu as une question à poser, soit à la salle, soit à Florent?
excusez-moi. Ah, je me demandais, ici, il y a des enjeux ou des types de projets qui suscitent énormément de mobilisation de la part des publics. Est-ce que vous notez la même chose chez vous? Est-ce que vous savez que, tout dépendant du type de projet, mais ça risque de créer beaucoup de controverses ou de mobilisation ou que, bien évidemment, il va y avoir une levée de bouclier ou en tout cas, est-ce que vous pouvez prévoir ce genre de choses-là chez vous aussi? Oui. Alors ça, c'est une excellente question aussi. Alors pour nous, la mobilisation, c'est pas un problème. Au contraire, on la cherche. C'est-à-dire qu'on cherche à mobiliser les publics pour pouvoir récupérer leur point de vue. Donc, on a des stratégies de mobilisation qu'on déploie dans chaque procédure. Alors, en revanche, alors je ne crois pas que la mobilisation dépend de la nature des projets. C'est-à-dire, je ne pense pas que alors quand on parle de mobilisation, là je pense que vous imaginez des fortes oppositions. Je ne pense pas que les fortes oppositions dépendent de la nature des projets. Si je prends par exemple le cas du nucléaire où il y a de fortes oppositions, en tout cas c'est ce que nous on constate. Chantal Journeau, qui est l'ancienne présidente de la CNDP, avait fait une étude assez poussée sur ce sujet, notamment en auditionnant aussi des opposants, enfin en travaillant vraiment pour essayer de comprendre d'où viennent les automobilisations, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est pas tant la nature des projets, par exemple le nucléaire, qui fait qu'il va y avoir des mobilisations d'opposition fortes, c'est le fait, ce qui crée des oppositions fortes, c'est le fait d'organiser la participation du public à un moment où les décisions sont déjà prises. C'est-à-dire dans le nucléaire, vous avez un cas assez particulier, c'est-à-dire qu'à chaque fois, et encore une fois là récemment, puisque le président de la République a dit 3 fois « je décide de faire ces EPR » et après on dit « on veut faire la participation du public sur les EPR ». Bon, les opposants aux EPR, quelles autres options ils ont que torpiller la procédure? Forcément, ça devient une procédure de légitimation. Donc le moment, alors c'est une des caractéristiques, il n'y a pas que celle-là qui peut nous permettre de prévoir des automobilisations, mais le moment de la participation du public dans la procédure est probablement la principale. C'est-à-dire que est-ce qu'on est au bon moment où tout le monde sait que toutes les options sont ouvertes, où tout le monde sait que son point de vue sera pris en compte, où on sait que les décisions sont pas déjà prises, qu'on vient pas implanter une décision qui est déjà prise d'en haut, c'est le facteur principal. Merci. Pour peut-être, Abdeslam, pour lancer le débat, un autre débat, en tout cas pour le compléter plus particulièrement, au niveau des technologies. Aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne la production d'énergie en mer, d'énergie renouvelable en mer, il y a effectivement beaucoup d'interrogations. Est-ce que la technologie aujourd'hui qui est apportée sur d'autres secteurs aussi, également de l'énergie, mais est-ce que les formations qui sont données dans le cadre des universités, des UTE, est-ce que les ingénieurs, par exemple, ou les techniciens sont bien associés à l'évolution de la société, et est-ce qu'ils peuvent prendre en compte, dans le cadre de leurs études, entre autres, justement l'opinion publique, ou la peur que l'opinion publique peut développer à travers de nouvelles connaissances et des impacts des avancées scientifiques sur la société civile. Et peut-être peux-tu te présenter aussi, d'ailleurs, c'est plus simple. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je vais d'abord me présenter, puis peut-être faire rapidement une petite présentation, puis revenir sur la réponse à ta question, Brigitte. Tout d'abord, donc bonjour à tout le monde. Donc, je me présente. Donc, c'est Abdeslam Hamoun. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne occidentale, en poste à l'UT de Brest-Morlaix. Et donc, j'étais auparavant, donc, pendant 8 ans, donc, vice-président en charge de la formation de la vie universitaire de mon établissement. Et évidemment, je continue à travailler aussi sur les partenariats, les projets européens, et notamment en lien avec le domaine, le secteur mer et maritime dans sa globalité. Donc évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter l'UBO, donc je laisse le soin à mon collègue donc, Vianney, qui représente l'UBO, ni l'IUT de Brest-Morlaix, puisqu'il y a le directeur, le Bolch, qui est juste en face. Donc je me contente et je suis très vraiment... D'abord, je remercie évidemment Brigitte et toute l'équipe, et notamment Brigitte de nous avoir
avoir invité à cette table ronde, et également M. Samama de nous accueillir au Poliquin. Voilà. Et je suis aujourd'hui honoré de représenter évidemment l'UBO, mais particulièrement moi, le parti, parce qu'on m'a demandé de parler uniquement sur la partie ingénierie, technologie, industrie. Uniquement. Donc je me contente là. Sur la partie mer et recherche, je ne parlerai que de ce côté-là, donc pour ne pas froisser. En plus, ce n'est pas complètement mon domaine. Donc je représente aujourd'hui mon laboratoire de recherche, qui est l'Institut de recherche de Puy-de-Dôme, qui est un laboratoire qui est plutôt plus du côté, on va dire, industrie, ingénierie maritime. Alors, il se trouve que là, avec la mobilisation donc, autour de l'année de la mer, et aussi l'UNOC 3, hein, qui a mis en évidence, en ce qui me concerne, découvrir des choses, en ce qui m'a évidence un point essentiel, et c'est pour ça que je voudrais aborder un autre point qui n'a pas été évoqué jusque-là, que ce soit dans la présentation donc, de Mme Mondor ou de Florent. C'est aussi la place aussi des collectivités et aussi la coopération, le lien entre la recherche et, je dirais, les décideurs et les collectivités. Donc, comme je disais, la mobilisation de cette année autour de l'année de la mer et puis aussi l'UNOC 3 nous a mis en évidence, bien sûr, un point essentiel. En ce qui concerne, c'est face au bouleversement de l'anthropocène. Donc, et là, on voit bien que les territoires, que ce soit littoraux sont en première ligne, que ce soit au niveau de submersion, érosion, aménagement côtier, et voilà, tous les défis qui sont engendrés. Et à ce titre, et dans ce contexte, je reviens, que ce soit sur la formation ou la recherche, nous avons bien sûr un rôle majeur à jouer donc, sur ces problématiques. Et les thématiques qui sont développées au niveau pour la formation de nos étudiants et aussi la recherche rejoignent directement ces préoccupations, que ce soit sur les transitions énergétiques maritimes, avec des projets de propulsion navale, décarbonée, l'électrification des ports, de l'intégration des énergies marines renouvelables, que ce soit également au niveau de la résilience des infrastructures littorales et portuaires, en développant des nouvelles approches de conception et de modélisation pour mieux anticiper aussi les risques d'érosion, de submersion, et puis aussi l'accompagnement des territoires grâce aux outils que nous mettons en place au niveau de nos laboratoires, mais aussi en formation, en mettant en place des compétences qui tiennent compte aussi des défis et des nouvelles transitions. Donc je vous invite également dans la salle. Donc, nous avons un projet notamment européen qui s'appelle Blue Scaling, en travaillant à un certain nombre de pays sur l'Europe sur la montée en compétences et l'évolution des compétences, l'adaptation aux compétences aux nouvelles transitions, quelles transitions qu'on vient de dire écologiques, mais aussi les autres transitions numériques et autres. Alors, je ne reviens pas d'une manière très précise sur les axes sur lesquels le laboratoire travaille, mais par contre, ce que je peux dire, pratiquement en conclusion, c'est que ces travaux qui sont menés dans nos laboratoires, ils s'inscrivent obligatoirement dans un partenariat étroit, que ce soit avec la formation, recherche, collectivité et monde socio-économique, les acteurs économiques, ce qui permet justement de transformer ce qu'on appelle les recommandations internationales en actions concrètes à l'échelle des territoires. Et si je dois vous passer un petit message rapidement aujourd'hui, sans rentrer dans la technologie, c'est qu'on doit penser sur ces problématiques de manière globale, mais on a intérêt à agir de manière locale. Ça, c'est penser global, mais agir local. Et je trouve, à mon avis, qu'on ne donne pas beaucoup les moyens. Ça a été évoqué par M. Samama tout à l'heure. Il a parlé des moyens au niveau de la recherche, mais je parle aussi des moyens qui sont donnés, attribués aux collectivités pour qu'ils puissent mettre en place des actions qui sont vraiment locales au niveau des territoires. Donc la préservation de la mer, même si pour certains ça paraît un peu loin du littoral, c'est avant tout chez nous, donc c'est-à-dire dans nos ports, dans nos villes côtières et dans nos communautés. Donc la formation et la recherche, en coopération avec les élus, les entreprises, apportent des outils, des solutions pour relever ces défis collectifs. Voilà.
C'est pour gagner un peu de temps parce que je pense que la Oui, coccinelle, la- avec les deux interventions, elle était un petit peu. pas du tout, justement. Voilà, merci à vous. la- Non, je peux... Merci beaucoup, Abdeslam. La coccinelle effectivement a déraillé un petit peu, enfin, ça c'est sûr. Mais et d'ailleurs, Patrick Barahana n'a pas omis de me le dire, enfin par SMS, discrètement, bien évidemment. Mais je vois que Laurent a une question et puis il y a également Sylvain Roche qui en a une. Donc, en vitesse, si Steve peut se mettre aussi de l'autre côté en même temps. Vas-y, Sylvain. Oui, moi j'aurais une question croisée pour BAP et la CNDP. Tu te présentes peut-être? Oui, donc Sylvain Roche, donc moi je suis ingénieur de recherche à Sciences Po Bordeaux. Il y a quand même une similitude entre la France et le Québec, c'est quand même le côté très dépendant d'une même source électrique, que ce soit le nucléaire en France ou l'hydroélectricité au Québec. Et je voulais savoir aujourd'hui, au Québec, quel est l'argument que vous mettez en avant pour déployer les énergies renouvelables, sachant qu'elles sont, de point de vue économique, pas compétitives face à l'hydroélectricité, qui est une énergie totalement amortie, un petit peu comme le nucléaire d'ailleurs pour certaines filières. Et quels sont aujourd'hui les arguments que les promoteurs et les industriels de l'éolien ou du solaire mettent en avant pour développer ces énergies? Et comment aussi elles sont accaparées par la population, en fait. Voilà, du fait que ces énergies ne sont pas compétitives de point de vue économique, comment elles sont appropriées par la population et quels sont les arguments autour de la résilience, autour des enjeux d'adaptation qui sont mis en avant. Sylvie? Vaste question. Premièrement, en fait, j'aurais envie de corriger un certain nombre, une perception, notamment à l'effet que au niveau de l'éolien, c'est pas compétitif, ça l'est de plus en plus dans les faits. Et c'est pas pour rien que chez nous, à court terme, il y aura autour d'un peu plus de 10 000 mégawatts d'installés dans les prochaines années. Donc, Pardon, Sylvie, oui, on parle bien d'éolien terrestre au oui, Québec à l'éolien l'heure actuelle. terrestre. Merci. Il faut aussi se dire que l'éolien offshore, si vous me permettez l'expression, chez nous n'a pas encore la cote. Et il y a des raisons très claires à ça, c'est que le coût par rapport à de l'éolien en milieu terrestre est prohibitif. Et ce faisant, je ne vois pas le jour, en tout cas, compte tenu de l'espace dont nous disposons, où il risque vraiment d'y avoir des projets éoliens en mer. Et rappelez-moi donc, j'ai encore pour moi, il est c'est en plein milieu de la nuit, donc pouvez-vous me répéter le deuxième pan de votre question? Oui, je voulais savoir par quels outils, par quels moyens la population s'appropriait ces projets, parce que nous, en France, si on prend par exemple l'éolien terrestre, aujourd'hui, il est quand même source de rejet. C'est un marqueur politique très fort. D'ailleurs, je pose aussi cette question, est-ce que l'éolien terrestre est un marqueur politique fort comme il est en France, hein, un clivage droite-gauche assez prononcé. Et est-ce qu'il existe des outils comme les communautés d'énergie? Aujourd'hui, les communautés d'énergie, ça permet une meilleure appropriation, une meilleure acceptabilité par les habitants. Est-ce qu'il existe ce genre d'outil au Québec? Voilà, c'est un outil qui est porté par Énergie Partagée. Et, au niveau des comités énergie, chez nous, ça n'existe pas. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes qui se sont mobilisés dans le but de justement obtenir des réponses du gouvernement en matière de transition énergétique. Présentement, si je vous disais que à une certaine époque, à partir de 2005, en Montrement, on avait un projet éolien, c'était pas évident qu'on était pour avoir un mandat d'enquête ou d'examen public sur ce projet-là. Habituellement, c'était un projet sur 3 qui déclenchait le processus de commission d'enquête. Maintenant, tous les projets éoliens le déclenchent. Donc, on observe présentement une mobilisation citoyenne qui veut que le gouvernement donne des réponses sur ses orientations en matière de transition énergétique ou à tout le moins d'encadrement de la filière éolienne. Parce que 10 000 mégawatts d'énergie éolienne, ça se met
ça se met pas, ça prend quand même de l'espace, là. Donc, on veut, les citoyens, beaucoup de groupes organisés veulent que le gouvernement, entre autres, mobilise le BAP et mandate le BAP pour des fins d'une commission générique, d'une commission sur des enjeux plus larges, à savoir comment est-ce qu'on déploie la filière éolienne, comme autrement, on parle de milliers de mégawatts à la fois. Donc, présentement, ce qu'on observe, c'est beaucoup ça. Les gens déclenchent le processus d'examen public de projets éoliens individuels, mais dans le but d'avoir, je dirais, plus une réflexion collective. On est beaucoup dans ce contexte-là présentement. Est-ce que ça répond à votre question? Très bien, c'est parfait. Ça nous permet de boucler la première table ronde qui est devenue un buffet, hein, quand même. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, Sylvie. Je pense que tu vas aller directement au BAP. Tu ne vas pas te recoucher maintenant. Je dirais 5h moins quart. Je vais peut-être essayer quand même de dormir encore 1 ou 2 heures. Merci 1000 fois et merci vraiment pour... Je vous en prie. Au revoir.